confiance. Notre ambition, c'est de vous servir. C'est l'heure du journal et voici les titres. C'est une alerte de Standard & Poor's. Les perspectives économiques pour le Sénégal sont négatives, mais la note donnée à notre pays est maintenue. L'économiste Pape Demba Thiam décrypte la situation. La marche nationale de la Fédération des syndicats de la santé interdite. F2S surprise par cette décision de l'autorité administrative parle de légèreté et attend que les revendications des travailleurs soient satisfaites. Les acteurs de l'enseignement supérieur évaluent le système LMD. D'après le ministre de tutelle, le travail se fera sans complaisance. Dans l'actualité internationale, début du sommet des BRICS aujourd'hui en Russie. Et puis en sport, CAN de beach soccer, le Sénégal cherche la qualification en demi-finale, mais les Lions de la plage devront tout à l'heure battre leur adversaire du jour. Il s'agit du Mozambique. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur e-Radio. C'est la première radiovision du Sénégal. Le journal avec Antoine Diouf. Le Sénégal sous des perspectives négatives, c'est Standard & Poor's qui le fait remarquer 24 jours après qu'un audit des comptes publics a révélé que la dette et le déficit du pays étaient nettement plus importants que ceux rapportés par l'administration précédente. Réagissant à cette actualité, l'économiste Pape Demba Thiam précise que la note du Sénégal n'est pas dégradée par Standard & Poor's, mais c'est une alerte pour les bailleurs. Pape Demba Thiam est avec Alassane Samba Diop. Standard & Poor's n'a pas dégradé la note du Sénégal et l'a maintenue à son niveau, tout en la plaçant sur une surveillance en disant qu'il y a des perspectives négatives au niveau de l'évolution du budget au Sénégal. C'est une différence fondamentale. N'empêche que c'est une sorte de sanction dans la mesure où ça crée une forme d'alerte au niveau des investisseurs, au niveau des prêteurs, qui donne le sentiment que prêter au Sénégal, en tout cas à travers le gouvernement, est quelque chose de risqué. Le dommage qu'on a eu, c'est que chaque fois qu'on doit présenter une situation qui est défavorable, il faudrait en même temps présenter des modes de gestion des risques qui sont inhérents à cette situation. Malheureusement, c'est ça qui n'a pas été fait et je crois que c'est la raison pour laquelle les agences de notation ont attendu depuis fin septembre où Moody's avait dégradé la note carrément, en se disant qu'on va voir ce qui se passe. Mais entre-temps, la mission du FMI est passée et depuis vendredi dernier, ils ont placé le Sénégal sous perspective négative par une autre agence de notation. Parce que rien ne s'est passé et la présence du FMI a confirmé les craintes. Le ministère de la Femme et des Solidarités tient à Saly la 13e session du comité de pilotage unique des politiques et programmes nationaux qui dépendent de son département, bien sûr, de son ministère. Il faut noter que Maïmouna Dieye est revenue sur les défis qui attendent le dit comité. Nous l'écoutons au micro de Muntaga Kane. Cet exercice nous permettra d'une part de passer en revue la performance des programmes durant ces trimestres et d'autre part d'apprécier les propositions de révision des allocations budgétaires pour les différentes composantes ainsi que les zones d'intervention ciblées. Il convient de souligner que leurs performances ont largement été impactées par le contexte sociopolitique dans lequel le pays a été plongé cette année, mais également par certaines contraintes récurrentes, à savoir la défaillance de certaines entreprises prestataires, les problèmes de mobilisation de ressources du budget consolidé d'investissement et la lenteur de la réaction de certains bailleurs, en rapport avec la lourdeur des procédures de passation des marchés. Je voudrais rappeler que le contexte actuel de changement climatique, ajouté aux multiples crises notées ces dernières années, a engendré des effets néfastes au plan économique, qui touchent gravement les populations les plus pauvres et les plus vulnérables, amplifiant les inégalités sociales et mettant à nu la fragilité de ces personnes. Il est 12h passé de 4 minutes. Vous êtes sur e-Radio. E-Radio,
c'est l'information certifiée. C'est ce matin que la Fédération des syndicats de la santé devait avoir lieu, la marche, oui, mais elle a été interdite par le préfet de Dakar. Les syndicalistes trouvent légers les arguments avancés par l'autorité administrative. F2S donne au gouvernement un délai court pour satisfaire les revendications de ses membres. Son porte-parole, Dr Cheikh Gueye avec iRadio. J'étais même surpris de voir que l'autorité administrative, qui est le préfet, a pris la décision d'interdire notre marche, malgré toutes les dispositions prises, parce que nous avions déposé à temps, depuis 10 jours même, mais ils ont attendu à la dernière minute. Et même ce qui est grave dans cette affaire est qu'ils évoquent des raisons vraiment qui sont assez légères, je peux dire, parce que la légèreté de nous faire croire que notre manifestation risque d'entraver la libre circulation des biens et des personnes, en oubliant que c'est à eux de trouver les moyens pour encadrer et permettre cette bonne circulation des populations. Mais cela ne fait que renforcer notre détermination et notre engagement. Parce que ce système de santé-là, de la même manière que nous sommes battus avec l'ancien régime pour que ça ne soit pas quelque chose qui soit détruit, c'est de la même manière que nous allons continuer à le faire. Et nous allons laisser personne, en tout cas, détruire ce système de santé. Vous ne pouvez pas dire aux gens que vous voulez atteindre une couverture sanitaire universelle et que les actes qui sont posés sont des actes qui ne vont pas dans ce sens. Vous ne pouvez pas avoir un déficit de 15 000 agents. Ce n'est pas nous qui l'avions dit, c'est le ministre lui-même, après les enquêtes qui ont été menées. Et que vous recrutez dans tous les secteurs. Avec le nouveau régime, ils ont parlé du recrutement au niveau de l'enseignement supérieur, de l'éducation et même au niveau de la gendarmerie, avec 2900. Et ils ne veulent pas se prononcer sur le recrutement du personnel. C'est la principale raison. L'autre élément, c'est l'équité dans le cadre du traitement. Vous ne pouvez pas donner à certains des indemnités alors qu'ils ont les mêmes diplômes, les mêmes qualifications, les mêmes charges et le même travail et que vous laissez les autres en rade. Ça pose un problème. Nous avons décidé de maintenir en tout cas notre plan d'action. Le préavis de grève avait été déposé depuis le 7. Le ministre de la fonction publique nous avait dit qu'avant même le démarrage de la campagne, ils trouveront des solutions. Ils vont nous répondre. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de réponse. Ça veut dire que d'ici cette date et le 11, le 12 et le 13, s'il n'y a aucune réponse, nous allons aller en grève. À l'instant donc, docteur Chersek, c'est bien Chersek, il est le porte-parole de la Fédération des syndicats de la santé, midi 7 minutes. iRadio, c'est la confiance. Notre ambition, c'est de vous servir à tout moment. Le système LMD, instauré depuis 10 ans maintenant au Sénégal, soumis à une évaluation, ce sont les acteurs de l'enseignement supérieur eux-mêmes qui l'ont voulu et qui l'ont demandé. Ainsi, par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Abdourahmane Diouf, ajoute que le travail sera fait sans complaisance. Nous l'écoutons au micro de Muntaga Kane. Alors, vous savez que le Sénégal, à l'instar de beaucoup de pays dans le monde, applique depuis une dizaine d'années le système licence master doctorat. C'est un système qui a été mis en œuvre et qui doit être évalué à un moment donné. Et il est heureux que ce sont les acteurs du système eux-mêmes qui ont demandé cette évaluation. Le ministère de l'Enseignement supérieur et tous les autres partenaires y ont joué un rôle important, mais le SAES aussi, en tant que syndicat au niveau de l'enseignement supérieur, a joué un rôle d'impulsion important que nous saluons. Et je m'en réjouis parce que quand les acteurs demandent l'évaluation de leur propre système, cela veut dire que le travail sera fait sans aucune complaisance. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est pour cela que nous nous trouvons ici aujourd'hui pour voir ensemble les résultats et voir quelle est la posture du Sénégal, quelle est la posture du gouvernement du Sénégal, quelle est la posture du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation par rapport au système LMD. Et encore une fois, je le répète, en parfaite intelligence avec les acteurs de la communauté. Donc j'ai une idée des résultats, mais je préfère attendre la fin des travaux pour que tous les acteurs vous disent ce qui a été convenu ici. Et les résultats de cette évaluation ne seront pas les résultats du MERSI, mais seront les résultats de la communauté universitaire. Les travaux se poursuivent actuellement à Saly et Portudal. 15 jours après la rentrée scolaire, les enseignements-apprentissages se déroulent normalement à Guédiawaye, même à l'école 20B de la cité Dioncob où les cours ont été impactés par les inondations. La situation est redevenue normale. Un reportage de Maoudou Lamine Fati. À l'école 20B de Guédiawaye, située dans le quartier Cité Djunkom,
Les murs portent encore les stigmates des inondations. Ces dernières avaient retardé le démarrage des cours dans certaines classes. Contrairement à l'école voisine, où les cours ont bien débuté selon le principe Ubitaï Djangataï, comme l'a confirmé Moustapha Bodian, instructeur adjoint à l'école 20B. À Pikine 20B, les cours ont effectivement démarré. Après la rentrée, les cours ont effectivement démarré. Et là, on voit que toutes les classes sont fonctionnelles. Les maîtres sont présents, de même que les élèves aussi dans les classes. Et le programme aussi a démarré. Cité Djinkom est une zone où les inondations sont récurrentes. Cependant, cette année, les eaux pluviales ont épargné l'école 20B. C'est vrai qu'on est dans une zone inondable. Cité Djinkom est une zone inondable. Mais à Pikine 20B, on n'a pas eu ce problème-là. Les classes ne sont pas inondées. Vous pouvez même faire le constat vous-même. Les classes, en tout cas, sont fonctionnelles. Plus d'une semaine après l'ouverture des classes, les cours se déroulent normalement dans plusieurs établissements scolaires de Guédiawaye. À l'école 20B, élèves et enseignants suivent les apprentissages sans difficulté. Guédiawaye Moumoud Lamine Fati, iRadio. Et Mamadou Sow, le nouvel inspecteur de l'éducation et de la formation de Guédiawaye, s'est exprimé sur les mesures prises pour garantir un bon déroulement des apprentissages malgré les difficultés notées dans certaines écoles. Nous l'écoutons au micro de Mahmoud Lamine Fati. Nous n'avons pas connu de difficultés majeures lors de la rentrée parce que ce que j'ai craigné, en fait, c'est les écoles inondées. Mais nous n'en avons qu'une seule et qui, malgré tout cela, a fonctionné grâce quand même aux initiatives prises par le directeur. Donc, de ce point de vue, je peux dire que quand même, tout va bien pour le moment et l'accueil également est là. On est en train de s'adapter petit à petit. Tous les enfants sont en classe et depuis le début. Parce que ce que le directeur a fait, en fait, c'est une partie de l'école qui a été inondée. Alors, pour l'autre partie qui n'est pas inondée, le directeur a fait tout pour fusionner les cours et pour permettre à ses enfants d'apprendre au même titre que leurs camarades, de ne pas rentrer à la maison. Mais le défi, justement, c'est de maintenir le cap. Au moins, véritablement, nous allons travailler avec tout le monde, la communauté, bien sûr, les collaborateurs directs sont les responsables de structures d'éducation, mais également avec tous les partenaires sociaux, les partenaires techniques et financiers, et les collectivités territoriales, avec l'accompagnement des autorités administratives. En fait, nous avons espoir que nous allons être dans la continuité et poursuivre véritablement l'œuvre colossale que Yaya Koli a eu à mener ici à Guédiawaye. iRadio, la radio de l'actualité. Le directeur général des 3 FPT était à Touba pour sensibiliser les femmes actrices de développement pour qu'elles adhèrent au programme LOHO mis en place par l'État du Sénégal. Ce programme vise à former et à financer les femmes selon le DG des 3 FPT qui invite les femmes actrices de développement à s'impliquer. Écoutons Babou Amadouba au micro de Gorandaklo. Le projet LOHO, c'est un projet de valorisation de l'artisanat sénégalais à travers la formation professionnelle et technique. Donc LOHO est composé au début de 4 projets, tout ce qui est tissage, botterie, broderie et couture. Par la suite, nous avons jugé nécessaire, en dehors de ces métiers-là, d'ajouter des soft skills. Il y en a 3, c'est QHS, qualité, hygiène, sécurité environnementale. Il y a la maintenance et il y a l'approvisionnement. Donc là, nous sommes en train de rencontrer les groupements de femmes pour procéder à leurs enrôlements. Donc on leur propose une formation que 3FPT va financer à 100%. Donc le projet LOHO, c'est un projet qui est cofinancé par l'ambassade de France, la maison 19M, ainsi que le 3FPT. Donc nous sommes là pour valoriser et faire profiter au maximum des Sénégalais des avantages liés au projet LOHO. Les états généraux du transport public se déroulent en ce moment à Diamniadio et prendront fin le 25 octobre prochain. Lors de la première journée hier, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a demandé de travailler pendant les 5 jours à une réhabilitation stratégique du chemin de fer comme solution alternative aux routes afin de réduire leur pression et de les préserver. Nous avons été sur le terrain pour recueillir les avis des transporteurs sur la question. Pour certains, l'idée est pertinente, mais avant d'innover, il faut d'abord reconsidérer les conditions de travail des chauffeurs. Un reportage réalisé par Anta Gaindoy. Il est 18h, nous sommes à Grand Yoff. Des hommes âgés, tous chauffeurs ou anciens chauffeurs, sont assis sur une natte face aux plus jeunes qui s'activent dans la recherche des clients. Badou, un des leurs, nous donne son avis sur la recommandation du président Diomaye pour la réhabilitation du chemin de fer. On peut rétablir les rails, ils peuvent aller jusqu'à Saint-Louis et Louga.
Le Mali, Tamba aussi est à rétablir. Cela réglera beaucoup de problèmes. Plus loin, un autre groupe de chauffeurs discute en attendant des clients. Ousmane, qui est le porte-parole désigné par ses pairs, nous a donné son avis sur la question. C'est une bonne chose. Nous les jeunes, nous soutenons tout ce qui peut développer le pays. L'essentiel est que la jeunesse puisse travailler. Badou aussi pense que le gouvernement doit étudier la condition des chauffeurs en étant plus strict sur les règles. On doit trouver des licences pour les taxis et les clandos. Il existe 3 sortes de permis. Le permis pour les poids lourds, pour les poids légers et pour les transports en commun. Mais des poids lourds qui conduisent les clandos, c'est pas normal. Le ministère du Transport a entamé ce 21 octobre les États généraux du transport. Le président de la République souhaite que les assises aboutissent au consensus indispensable à la transformation rapide et intégrale du transport public. E-Radio, c'est l'international. Ouverture ce mardi du sommet des BRICS à Kazan, en Russie. 3 dirigeants africains y prennent part. Les détails avec Elisabeth Krastine. Une alliance faite de pays qui ont du mal à s'entendre. Les nouveaux arrivants africains qui composent le nouveau groupe des BRICS+, l'Égypte et l'Éthiopie se disputent le contrôle du Nil. En mer Rouge, les attaques des Houthis bloquent l'accès au canal de Suez, ce qui déstabilise l'Égypte tout autant que la Chine. Or, les Houthis sont financés et soutenus par l'Iran, désormais membre des BRICS. Toutefois, à défaut de s'entendre politiquement, on s'accorde sur la possibilité d'une alternative à l'Occident, avec l'élargissement à 5 nouveaux membres en la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud et l'Inde. Les BRICS+ représentent ensemble près de 37% du PIB mondial. Un intérêt économique pour l'Égypte, une opportunité d'envergure pour l'Égypte qui fait face à une pénurie de dollars et serait soulagée de pouvoir importer du blé et d'autres produits des BRICS+ dans une autre monnaie. Le pays arabe est écrasé par sa dette extérieure, près de 165 milliards de dollars, et traverse actuellement la pire crise économique de son histoire, avec un besoin accru d'aide financière dans un contexte d'inflation galopante. Lutte efficace contre les forces déstabilisatrices en Afrique de l'Ouest. L'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin a organisé une conférence sur le thème démocratie et développement. À l'occasion, l'ancien fonctionnaire des Nations Unies et de l'Union africaine, Bonaventure Guédégbé, a soutenu que l'heure n'est plus à la division. D'après lui, il faut que les forces africaines soient unies pour faire face au terrorisme. Écoutons Bonaventure Guédégbé. Nous devons l'adapter à nos réalités internes et surtout chercher que les dirigeants cherchent à satisfaire les 5 besoins fondamentaux de l'homme. Si nous ne sommes pas libres, si nous ne mangeons pas, si nous ne sommes pas instruits, si nous ne sommes pas habillés, on ne peut pas faire la démocratie. Et surtout, le dernier paramètre qui m'intéresse, c'est la sécurité. Nous pouvons développer le pays, mais s'il n'y a pas la sécurité, ce développement serait en un clin d'œil et détruit. Parce que j'ai vu comment est-ce que les terroristes détruisent l'Afrique. Alors je pense que nous devons aller à cette démocratie qui promeut le développement. Moi je pense que l'heure n'est pas la division. Il faut que tous les pays africains unissent leurs forces, harmonisent les stratégies sécuritaires, mettent les moyens ensemble pour aller contre ce fléau qu'est le terrorisme. Je crois que nous devons continuer à sensibiliser les pays de l'AES parce que si nous sommes divisés, on ne peut pas réussir à contrer le terrorisme. Il faut que tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, surtout, unissent leurs forces, leurs stratégies pour aller contre ce terrorisme. Au Gabon, le comité de transition pour la restauration des institutions met en garde les partis politiques et autres associations contre toute manipulation politicienne. Écoutons à ce propos le porte-parole du CTRI, le colonel Ulrich Manfoumi. Le CTRI tient à rappeler que l'image du chef de l'État, symbole de l'unité et de la souveraineté nationale, ne saurait être utilisée à des fins politiciennes.
Par ailleurs, l'intégrité du processus démocratique en cours, autant que le processus de restauration des institutions, ne saurait être entachée par des pratiques d'un autre temps. À la veille d'un référendum qui doit permettre la plus large expression en vue de dessiner notre avenir commun, le CTRI appelle tous les Gabonais à faire preuve d'humilité, de tempérance et de responsabilité en s'engageant dans un véritable débat démocratique, constructif et respectueux des différences, loin de toute forme de dénigrement ou de manipulation. Parce que le CTRI reste attaché à la transparence et à l'inclusivité des processus, autant qu'à la promotion d'un climat d'apaisement et de respect mutuel en cette période cruciale pour notre pays, les partis politiques et autres mouvements sont fermement invités à laisser le peuple s'exprimer et à ne pas mêler le CTRI et le chef de l'État à leur activisme. Journal des sports de e-Radio vous est offert par la LONASE et 1xBet. CAN de beach soccer, le Sénégal joue son dernier match de poule aujourd'hui à 13h30 contre le Mozambique. Les protégés d'Ngalasila qui ont battu hier le Malawi sur le score de 6-1 doivent battre leur adversaire du jour s'ils veulent se qualifier pour les demi-finales. Notez que le Maroc et l'Égypte se sont qualifiés hier pour ces demi-finales. Les résultats des tests IRM pour les qualifications zonales de l'UEFOA A pour les moins de 17 ans ont donc été reconsidérés. La Guinée-Bissau et la Sierra Leone passent finalement, mais la Guinée est toujours recalée. Les compétitions débutent aujourd'hui au Sénégal avec 2 poules. 3e journée de la Ligue européenne des champions. L'AS Monaco reçoit aujourd'hui l'Étoile rouge de Belgrade. Le Milan AC affronte Club de Bruges. Arsenal fera face à Shakhtar Donetsk, Juventus contre Stuttgart, Sturm contre Sporting, Aston Villa, Bologne, Real de Madrid, Dortmund et puis Paris Saint-Germain contre PSV. Reportage sport dans cette édition, nous nous sommes rendus à Grand Yoff où le football n'est pas qu'un simple jeu mais une véritable passion. Sur les terrains de fortune, des jeunes se retrouvent chaque soir donc pour vivre leurs rêves. Un reportage signé Cheikh Tidiane Diakhaté. Le soleil tape fort au terrain Talibou Dabo, ici à Grand Yoff. C'est au milieu de cet espace poussiéreux que nous trouvons Makatiba. Le formateur de la petite catégorie du Kaba Foot estime que le football permet d'intervenir dans l'éducation des enfants. Nous parlons aux enfants au début et à la fin de chaque entraînement pour qu'ils deviennent des personnes responsables et ne pas entrer dans des détails qui n'ont pas de sens. Tout en sueur, l'éducateur s'indigne du manque de reconnaissance de la part de certains. Parfois, on prend des enfants pour les éduquer, mais à la fin, on ne les voit plus parce que des soi-disant coachs vont chez eux parler à leurs parents qui, en retour, ne nous disent même pas que leurs enfants vont arrêter chez nous et continuer ailleurs. Juste à côté, le coach Ibrahim Magnon met en place un atelier de conservation avec des appuis à chaque coin. Les joueurs de l'école de foot Ahmed Gueye activent le mode Petit Barça. Le jeune entraîneur essoufflé voit le football comme un moyen de s'évader. Plus de rester dans les quartiers avec des délinquants, ils viennent au terrain et oublient tout ceci. Raison pour laquelle nous avons créé cette école de foot, car la délinquance est un fléau chez nous. À l'image d'un travailleur social, Ibrahim Magnan exige à ses poulains de faire du sport-études. Avec moi, si tu n'as pas de moyenne, je te renvoie. Je les contrôle tous autant qu'ils sont. Je me rends chez eux pour contrôler tout ce qu'ils font. Dans ce terrain poussiéreux, les jeunes de ce quartier populaire continuent de jouer avec un rêve commun. Briller un jour sous les projecteurs d'un grand stade. Mais en attendant ce jour, le football reste leur moyen d'expression et surtout leur école de la vie. Le journal des sports de e-Radio vous a été offert par la LONASE et 1xBet. Il est midi 24 minutes. L'invité du Midi King.
l'actualité du jour, passez à la loupe sur iRadio. Nous sommes en direct avec le vice-président de l'ASCOSEN, Mohamed Cissé. Bonjour Mohamed. Oui, bonjour Antoine. Vous êtes invité aux assises du transport au nom des organisations des consommateurs. Quelle est la cause exacte que vous défendez? Nous défendons la bonne prise en charge de l'usager parce que tout ce travail que nous avons fait en amont n'a qu'un seul objectif, la sécurité et le confort de l'usager et de ses biens. Donc, naturellement, nous avons participé à tous les travaux et nous continuerons parce que jusqu'à vendredi, on va essayer de faire un travail inclusif avec les autres acteurs et de dépasser quand même les points de divergence. Parce que le travail avait commencé depuis très longtemps par les sectoriels. Après, ils ont élargi vers le Magal avec les autres acteurs, dont les transporteurs, les syndicalistes, les usagers. Oui. Et aujourd'hui, on va continuer ce travail-là qui n'était pas achevé pour régler quelques points. Et je pense que d'ici les Jeux Olympiques, les problèmes que nous avons évoqués en tant que défenseurs des usagers vont être réglés. Les problèmes comme l'intégration tarifaire. Antoine, on ne peut pas comprendre qu'au niveau des autoroutes, qu'il existe des autoroutes, il faut payer Eiffage, l'autre, il faut payer l'État. Un seul ticket pourrait faire l'affaire et rendrait quand même un gain important aux consommateurs. Oui, aujourd'hui, est-ce que les droits des usagers des transports publics sont respectés ou bien il y a encore à faire ou à redire? Il y a encore à faire par rapport au transport moderne dont on rêve et qui doit devenir une réalité. Nous avons les transports de masse, nous avons une intégration des infrastructures, nous aurons une intégration des tarifs et une certaine régularité et une modernisation des gares routières. Tout cela va concourir, comme je l'ai dit, avec l'objectif de confort et de sécurité, ce qui est important. Il y a 3 thèmes, la gouvernance, le financement et l'exploitation. La gouvernance va viser tous les textes réglementaires qu'on doit respecter parce que le chauffeur doit avoir son permis. Justement, il y a un point de divergence sur le permis à point. Je pense qu'on va régler ce problème-là. Il y a le problème aussi des VTC. Mais c'est des choses qu'on ne peut pas. On ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Quand quelque chose se présente, on est obligé de réglementer. Les usagers paient un lourd tribut dans les nombreux accidents de la circulation. Beaucoup de morts. Une recommandation à l'endroit de l'État, mais aussi à l'endroit des conducteurs également. Oui, je dirais tout simplement, la première recommandation, c'est que le fonds de développement des transports terrestres doit être utilisé comme un fonds qui a comme mission remplacement du parc automobile. Je dirais à l'endroit des chauffeurs qu'ils doivent être zen, c'est-à-dire respecter la réglementation, et je dirais même aux usagers aussi d'être vigilants et de faire respecter la réglementation. C'est important que quand vous prenez en charge par quelqu'un qui apparemment n'a pas les pneus corrects ou un comportement correct, au moins de le dénoncer au premier poste de contrôle. Je pense qu'il faut prendre ses responsabilités et ne pas que ce fléau-là continue. Il faut le combattre. Et on ne peut pas le combattre en baissant les bras, mais la participation de tous les acteurs est nécessaire pour qu'on ait quand même moins d'accidents. Parce que c'est un fléau et il va falloir qu'on s'en charge pour trouver une solution. Merci. Merci beaucoup, Mohamed Cissé. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'ASCOSEN. Nous étions en direct avec vous. iRadio, la revue de presse.
Let's Go Logistique, spécialiste en livraison de colis et marchandises, groupage et entreposage, 33 842 92 93 ou le 77 283 17 17 vous offre la revue de presse. KPay, envoi et réception d'argent, paiement de factures, KPay vous offre la revue de presse. OneXBet, parier et gagner. Rendez-vous sur www.onexbet.sn. OneXBet vous offre la revue de presse. Alba Trading, le spécialiste de la décoration, du mobilier et matériel de bureau, www.albatrading.sn. Alba Trading vous offre la revue de presse. Touba Quincaillerie Générale, Cité Cœur d'Amel Extension, rond-point 26 Parcelles Assainies, représentant exclusif de la marque Colorado, TQG 33 879 28 28 vous offre la revue de presse. La presse du jour passée en revue par Alassane Samba Diop. Hier, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a renoué avec ses vieilles amours. Échauffourés, étudiants force de l'ordre, grève du SAES, Sud Quotidien constate à sa une que nous assistons à une rentrée sous pression. Entre pression des étudiants et grève du syndicat autonome des enseignants du supérieur, le ministre de l'enseignement supérieur rassure selon mon confrère sur la publication du décret concernant la retraite des enseignants-chercheurs. Pour les bourses, il annonce leur paiement progressif d'ici 2 à 3 semaines. Dans la même foulée, l'AS nous apprend que plus de 80% des nouveaux bacheliers ont été orientés. Selon le journal, Dr Abdrahman Diouf l'a dit lors d'un séminaire d'évaluation du système LMD, licence, master, doctorat. Après plus d'une décennie d'application dans nos universités, selon Le Soleil, c'est le moment d'apprécier les résultats de ce système et se projeter dans le futur. Pour Bougane Gueye Dany, son futur politique se joue le 30 octobre prochain à Tambacounda, où il a été mis hier sous mandat de dépôt. Selon l'AS, il sera jugé en flagrant délit après avoir été accusé par le procureur de rébellion, refus d'obtempérer et outrage à agent. C'est un coup dur à la démocratie sénégalaise, titre La Tribune. Selon Barthélémy Diaz, Bougane est un otage du régime. Thierno Bokoum souligne que le nouveau régime est constitué de peureux et d'incapables. Amadou Ba, ex-premier ministre et candidat malheureux de la présidentielle dernière, veut donner la leçon aux nouvelles autorités. D'après Source A, Amadou Ba, Abba Sonko, après avoir été accusé d'avoir falsifié les données économiques. L'ex-premier ministre se défend. Aucun acte, aucune écriture ne peut m'être imputée dans quelque gestion frauduleuse ou malversation. Il renchérit dans Les Échos en lançant des pics à l'ex-président de la République. Aujourd'hui, dit-il, les Sénégalais savent qui a trahi qui. La sortie d'Amadou Ba ne laisse pas de marde l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko. Sonko le défie pour un débat public sur la gestion de l'argent du pays. Un éventuel face-à-face inédit, titre l'enquête. Ce défi, analyse le journaliste Issa Sall, est inédit. Le détenteur du pouvoir demande un débat à son challenger. Selon La Tribune, il a servi un cours magistral à ses anciens élèves Sonko et Diomaye. Le quotidien souligne qu'Amadou Ba monte au ring pour attaquer le pouvoir. Selon lui, la vision 2050 ne mènera pas au développement. Pour Le Témoin, l'ex-premier ministre sort de ses comptes. Le gouvernement fait de surplace avec des pilotages à vue et des promesses sans lendemain. Le président Diomaye compte bien tenir le volant avec les états généraux des transports publics. Il a fixé les priorités, écrit à sa une l'info. Introspection sur les accidents de la route, rompre avec les mauvaises habitudes, combattre l'insécurité routière, loin d'être une fatalité, et surtout mettre chacun devant ses responsabilités. Au sortir des états généraux, dit-il, c'est justement un secteur en quête de réinvention, constate Le Soleil. Pour le journal de Anne, il s'agit, selon le président Bassirou Diomaye Faye, de ne plus faire comme avant et de bâtir un avenir durable pour le système de transport public. Le pouvoir semble s'intéresser à tous les secteurs, mais en oubliant ou en feignant d'oublier l'un des secteurs les plus importants pour la démocratie sénégalaise. Le journal L'Enquête se désole que dans le référentiel 2025, les nouvelles autorités oublient la presse et font silence radio sur l'avenir de ce secteur.
secteur. À l'ère du numérique et le rôle stratégique des médias dans un contexte de transformation de ce secteur et de pluralisme, les autorités brillent par leur absence de réflexion et de prospective dans le secteur des médias. Mais les autorités savent faire une chose qui est importante pour elles, c'est le fisc. Après le redressement de 2,7 milliards notifiés à l'entreprise allemande, saisie pour arbitrage, le juge de référé a rejeté la demande de mainlevée introduite par l'entreprise allemande, titre Libération. Décidément, nos autorités